au swap fait défaut. Bien entendu, c'est un cas improbable, mais qui n'est pas totalement à exclure du monde des possibles après ce qui est arrivé à Lehman Brothers. Donc, qu'est-ce qui se passerait si Deutsche Bank faisait défaut? Eh bien, les investisseurs se retrouveraient donc avec ce panier de collatéral, constitué à hauteur de 25% d'actions japonaises. Et si le gérant du fonds donc, décide qu'il est dans le meilleur intérêt pour les détenteurs de liquider ce panier de substitution, eh bien, il devra attendre le lendemain, tout simplement, la réouverture des bourses asiatiques. Donc il y aurait un contretemps, finalement, dans la liquidation de ce fonds. Alors, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien de détenir des actions japonaises dans un panier de substitution ou de collatéral. C'est simplement qu'il faut savoir qu'il pourrait y avoir un contretemps s'il fallait le liquider. Alors, et bien entendu, c'est inutile de dire que si une grande banque comme Deutsche Bank faisait faillite, inutile de dire que ce serait la panique totale de toute façon sur toutes les bourses mondiales, mais quand même il faut savoir que dans ce scénario catastrophe, il est tout à fait possible que les détenteurs de cet ETF sur le stock 50 ne puissent pas récupérer 100% de la valeur liquidative du fonds au moment du défaut. Alors, j'aimerais quand même souligner que de manière générale, les paniers de substitution ou de collatéral ont quand même pas mal évolué depuis un an et demi. Il faut dire que maintenant, ils sont de bien meilleure qualité, c'est-à-dire constitués de titres beaucoup plus liquides et donc qui seraient plus faciles à vendre en cas de défaillance de la contrepartie. Pour juger de la qualité de ces paniers, bien entendu, la transparence est essentielle. La transparence est un thème qui a été abordé précédemment ce matin, et c'est un thème qui nous touche beaucoup à Morningstar et qui, bien entendu, est tout à fait relevant pour les ETF. Et là aussi, il y a des progrès qui ont été faits. C'est-à-dire qu'un certain nombre maintenant d'émetteurs d'ETF publient sur leur site internet quotidiennement des informations sur ces paniers de collatéral. Il fournit par exemple la composition de ces paniers. Il fournit aussi des informations sur l'exposition qui est prise face à ces banques, donc le niveau d'exposition, ainsi que le nom de ces banques contreparties. C'est une initiative que nous, à Morningstar, on avait appelée dans le passé. Et bien entendu, nous sommes satisfaits de voir qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est pris très au sérieux, qui est même considéré comme normal, puisque c'est le seul moyen finalement de gagner la confiance des investisseurs. Il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, ce n'est pas une obligation réglementaire. C'est une initiative qu'ont pris un certain nombre d'émetteurs. Et je dirais qu'en tête, on trouve les leaders, iShares, DBX Trackers, Credit Suisse, qui ont été finalement les premiers à spontanément divulguer ces informations. Alors, bien entendu, nous, on se félicite de ce développement. On pense que vraiment, c'est le seul moyen de montrer leur bonne foi et, comme je le disais, de gagner la confiance des investisseurs. Ceci dit, il y a encore du travail à faire. C'est-à-dire que le niveau de transparence n'est pas uniforme, et il y a encore quelques récalcitrants. Il y a encore quelques émetteurs d'ETF synthétiques qui pensent qu'il n'est absolument pas utile de divulguer ces informations au quotidien sur leur site internet, alors que ces paniers changent tous les jours. Donc nous, notre argument, c'est que s'ils changent tous les jours, il faut quand même, ça serait bien de les publier de manière quotidienne sur le site internet. Alors, je voudrais terminer sur le risque de contrepartie dans les ETF synthétiques pour vous dire simplement que dans quelques semaines, Morningstar va publier un rapport expliquant les mécanismes de base des ETF synthétiques, ainsi que les spécificités de chaque modèle, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même
plusieurs modèles, on va dire que le modèle synthétique a pas mal évolué ces dernières années. Donc, dans ce rapport, on expliquera vraiment par émetteur par émetteur ce que chacun fait, ce qui permettra quand même de clarifier un petit peu ces structures-là. Et dans ce rapport, nous tenterons aussi d'établir une liste de ce qui pourrait correspondre aux meilleures pratiques en matière de structure, en matière de gestion de risque de contrepartie et bien entendu en matière de transparence. Donc en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'établir une liste de best practices. Et selon nous, eh bien, aujourd'hui, elle compte, comme j'en parlais tout à l'heure, de la collatéralisation, de la surcollatéralisation, d'une collatéralisation supérieure à la valeur liquidative du fonds. Également, ce qu'on se considère comme best practice, c'est le reset fréquent des swaps, qui permet effectivement de réduire le risque de contrepartie. Il y a des swaps qui sont resetés, c'est ce que fait Crédit Suisse, des swaps qui sont resetés à la fin de chaque journée. Donc, ce qui veut dire que là, le risque de contrepartie, il est annulé à la fin de chaque journée de trading, ce qui est bien. Et puis aussi la participation de plusieurs contreparties, puisque selon nous, ça permet bien tout simplement de diversifier le risque de contrepartie. Alors c'est juste 3 exemples que j'ai donnés ici. Dans le rapport, bien entendu, on s'étend davantage sur ce que l'on pense, nous, correspondre aux meilleures pratiques. Maintenant, les ETF de réplication synthétique. J'ai dit en introduction que même dans la réplication synthétique, il pouvait y avoir des risques de contrepartie. Je vous rappelle que les ETF physiques détiennent les titres qui composent l'indice dont il est censé répliquer la performance. Mais il peut y avoir des risques de contrepartie si le gérant décide, comme c'est très souvent le cas dans la gestion d'actifs, de s'engager, d'engager le fonds en tout cas, dans des activités de prêt de titres. Alors c'est une activité qui, comme je viens de le dire, est très fréquente et qui permet d'améliorer la performance du fonds puisqu'elle permet de générer des revenus supplémentaires. Mais elle comporte quand même des risques, puisqu'il y a quand même un risque que la partie en face ne puisse pas être en mesure de restituer les titres empruntés. Donc, comment est-ce que ce risque est géré ? Eh bien, tout simplement, il est géré là aussi en demandant à l'emprunteur de déposer un collatéral qui est en général supérieur à la valeur des titres prêtés. Très rapidement, il peut aussi y avoir un risque de réinvestissement dans le cas où du cash est déposé en garantie. Donc, du cash est déposé en tant que collatéral. On a vu pendant la crise financière des collatérales qui étaient réinvestis dans des titres soi-disant très liquides, en tout cas qui étaient considérés à l'époque comme très liquides, comme les auction rate securities, et qui, je ne sais pas si vous le rappelez, mais qui ont été complètement gelés au moment du credit crunch, donc ils n'étaient pas si liquides que ça. Nous, ce qu'on pense, c'est que, étant donné ces risques, donc dans la réplication physique, nous pensons que les investisseurs sont aussi en droit d'en savoir un petit peu plus. Et plus de transparence devrait être faite en fait, sur ces activités de prêt de titres. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls à appeler les émetteurs à plus de transparence. Les régulateurs aussi pensent que ces activités aujourd'hui sont un petit peu opaques et que les investisseurs aujourd'hui ne savent pas vraiment le pourcentage du fonds qui est prêté et ils ne savent même pas combien ils sont rémunérés pour le risque qu'ils prennent. Parce qu'il faut savoir que dans ces activités de prêt-titre, l'investisseur final prend 100% du risque et il n'est peut-être pas forcément rémunéré à hauteur de 100% des revenus qui sont générés par le biais de cette activité. Aujourd'hui, effectivement, il y a des émetteurs qui reversent 100% des revenus, d'autres qui reversent que 50% ou 60%. Donc voilà, c'est à l'investisseur après de se demander s'il pense qu'il est adéquatement rémunéré pour prendre ce risque. Aujourd'hui, le seul moyen que les investisseurs ont
Est-ce que je dois parler plus vite? Alors aujourd'hui, pour obtenir ces informations, eh bien, le seul moyen qu'ont les émetteurs, les investisseurs, c'est d'appeler les émetteurs et de leur demander. Nous, on pense que, ça serait bien qu'ils soient publiés tout simplement sur le site internet. Ce qui est assez ironique finalement aujourd'hui, c'est qu'on voit qu'il y a plus de transparence peut-être de fait dans la réplication synthétique que dans la réplication physique. Dernier produit que je vais aborder, ce sont les ETN, les Exchange Traded Notes, qui sont tout simplement des instruments de dette seniors, non subordonnés, garantis ou non, c'est-à-dire collatéralisés ou non, qui sont émises par une banque, donc qui s'engage à payer la performance d'un indice. Alors, comme tout instrument de dette, effectivement, en achetant un ETN, les investisseurs s'exposent au risque crédit de la banque. Et aujourd'hui, en Europe, il y a 4 principaux émetteurs d'ETN, Barclays, Lyxor, RBS et Société Générale. Si je ne me trompe pas, je crois que Lyxor et RBS ont des ETN collatéralisés, donc ce qui permet de réduire de manière significative le risque de contrepartie, alors que Barclays et Société Générale, eux, émettent des ETN qui ne sont pas collatéralisés. Donc là, le risque est de 100% à ces banques-là. Alors pourquoi quel est l'intérêt finalement des ETN, qui ont d'ailleurs beaucoup plus de succès aux États-Unis parce qu'ils ont des avantages fiscaux là-bas? L'intérêt des ETN, c'est que ce sont des produits qui sont très faciles, qui sont très faciles et très peu coûteux à émettre, donc ils peuvent rapidement être mis sur le marché. Ils permettent aussi d'accéder à un éventail d'actifs et de stratégies qui ne peuvent pas être accessibles autrement par les investisseurs, comme par exemple les stratégies sur futurs ou la volate. Et généralement, les ETN permettent d'offrir un meilleur tracking que les ETF. Mais comme je le disais, il y a quand même un risque de contrepartie important dans ces ETN, surtout s'ils ne sont pas collatéralisés. Donc c'est vraiment à l'investisseur de voir s'il est prêt à prendre ce risque et s'il pense qu'il est suffisamment rémunéré pour prendre ce risque.